Coucou, vous écoutez la radio Paris-Saclay. Bienvenue dans notre univers audio. Nous sommes un média étudiant qui a pour but d'améliorer la communication étudiante à travers l'université de Paris-Saclay. Que vous soyez étudiant à Orsay, Sceaux, Cachan, Évry, Mantes-la-Jolie, l'UVSQ, vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à nous rejoindre. Aujourd'hui, on enregistre Actu-Asso. Actu-Asso, c'est votre c'est votre émission d'info sur Paris-Saclay pour vous mettre à jour sur tout ce qui est lié aux associations étudiantes de l'université et des informations sur un max de trucs centrales, que ce soit sur les élus étudiants, les décisions de l'université qui affecteront la vie étudiante. S'il y a un mail dessus de la part de la présidence, vous inquiétez pas qu'il y aura une discussion dessus. N'hésitez pas à nous conseiller des sujets que vous jugez importants. Chaque émission débutera avec une présentation d'un élu étudiant ou d'une personne importante de l'université, ou soit d'une association ou d'un ambassadeur étudiant. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Lambert. Bonjour. Du coup, Pierre, si tu veux bien de te présenter. Oui, d'abord c'est un plaisir d'être là, du coup d'être présent en compagnie d'Ousni et de Massil. Bonjour. Qui est du CCOF. De mon côté, du coup, je suis, comme tu l'as dit, Pierre Lambert. Je suis actuellement étudiant en droit. Je prépare l'examen d'avocat actuellement à Assas, mais j'ai fait tout mon parcours universitaire ici, à Paris-Saclay, à la faculté de droit d'économie et de management Jean Monnet. Et du coup, j'ai été notamment, jusqu'à très récemment, le chargé de mission du conseil d'administration pour les étudiants sur les questions de soutenabilité et de territoire. Qu'est-ce que cela signifie ? Globalement, en fait, cela signifie que tu passes toute ta vie dans les transports. Paris-Saclay, c'est une très grande université qui va du coup de l'UVSQ jusqu'à Évry, qui va de Kremlin-Bicêtre jusqu'au plateau de Saclay. Et globalement, en fait, moi, ça a consisté sur toute cette charge de mission à essayer de déjà faire que les gens parlent ensemble pour créer un peu cette grande université dont on parle tant, mais aussi pour, du coup, de ce côté-là, avoir en fait un peu les mêmes pratiques un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui sont très différentes. Paris-Saclay, c'est un territoire qui est très vaste et qui est très divers. Et ça, j'ai pu le voir à travers ma charge de mission. Les pratiques associatives ne sont pas toujours les mêmes, entre les écoles d'ingénieurs et les universités déjà, mais aussi, par exemple, entre médecine ou droit. En fait, entre les disciplines, on a des... Et par exemple, même si là, nous sommes au sein de la MAPS, qui est une, anomalie, mais aussi, une grande chance dans l'université Paris-Saclay, et qui est assez unique dans son fonctionnement. Oui. C'est qu'on a pas mal de locales associatifs, mais pas forcément en libre accès. Ah oui, c'est particulier. C'est particulier, hein, Massil. Oui, c'est très particulier comment c'est fait. Et du coup, notamment, en fait, aussi, une partie de cette charge de mission a été notamment de se mettre en lien avec les élus locaux, avec les associatifs locaux, et justement, du coup, essayer de faire participer tout ce monde-là aux événements de l'Université Paris-Saclay pour qu'il y ait créé justement une identité Paris-Saclay. Évidemment, aider chacun sur son campus. Pardonne-moi aussi. Non, t'inquiète. Comment tu as été intéressé par le fait de devenir chargé de mission ou d'investir dans la structure de l'université ? Alors, déjà, pour devenir chargé de mission, moi, ça se met au moins plus par hasard. Parce qu'effectivement, moi, j'ai été promu tête de liste du conseil d'administration quand il y a eu la constitution de liste ACLIAS en 2022. C'est-à-dire que j'ai été un peu mis en tête de liste parce que j'avais été président du BD de droit, parce que j'avais déjà été élu local, et que le PPE sortant, Gaël Dupire, du coup, m'avait un peu propulsé là. J'avoue qu'en fait, moi qui sortais juste de la fac de droit, je m'attendais pas tout à fait à ça. Mais ce qui m'a intéressé aussi à la base, c'est que, comment dirais-je, quand j'ai commencé à me réinvestir dans la vie étudiante, c'était pendant la crise Covid, quand j'étais en L3, et notamment quand il y avait justement tout le confinement et qu'il y avait justement des difficultés pour les étudiants. Alors à ce moment-là, je suis sorti d'une période assez difficile pour moi personnellement. Et moi, mon objectif, effectivement, en L3, c'était de me dire, voilà, je suis sorti de cette phase-là, j'ai envie un peu d'aider les autres, j'ai envie de m'investir sur la vie de campus, que je n'avais pas fait jusqu'à présent, où j'étais assez isolé, où j'étais assez, solitaire comme personne. Et en fait, ça m'a un peu la crise Covid nous a un peu tombé dessus, et je me suis dit, c'est pas pour autant que je vais abandonner, et je vais essayer quand même dans les de créer une cohésion en L3, et c'est comme ça, en fait, en audit que j'ai un peu commencé. Notamment parce que du coup, c'est ça notamment qui m'a permis d'être délégué de promotion et ensuite élu de composante à la sortie de la crise Covid, justement parce que j'avais eu la confiance de mes camarades en L3, puis en Master 1, évidemment. Donc on va dire que c'est quelque chose... disons, c'était un peu une nécessité à ce niveau-là. Il y avait une nécessité de solidarité à cette époque-là, je pense. Ok. Et juste, est-ce que du coup, tu peux nous parler de ton parcours universitaire ? Ouais.
Alors ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement j'ai eu un parcours un peu compliqué au début. C'est-à-dire que je suis rentré à la fac en 2014. Voilà, si vous calculez, on est en 2024, j'ai passé un peu de temps à l'université. Et du coup, notamment, j'ai passé une L1 tout à fait banale, où voilà, et j'ai passé une L2 par contre très compliquée. C'est-à-dire que j'ai redoublé la L2, c'est mon premier redoublement de ma vie. Et du coup, notamment, je suis resté 3 ans un peu sans rien faire jusqu'à ce que je décroche enfin ma L2. Et ensuite, la L3 qui est arrivée, disons, et qui s'est passée tout à fait bien. Donc en fait, vraiment, j'ai eu, pendant cette université, mon parcours universitaire, ce trou de 4 ans entre ma L1, enfin entre ma L1 et ma L3, qui était un peu un gouffre existentiel pour moi, et qui m'a quand même permis de pas mal grandir aussi. Ça m'a pas mal changé. Bon, maintenant je suis un peu plus âgé. Là, j'ai décroché du coup un M1 en droit de l'environnement et un M2 toujours en droit de l'environnement, spécialisé notamment du coup sur le principe de précaution en droit de l'environnement et sur le droit de l'environnement industriel, donc la surveillance notamment des sites sensibles. Et là, du coup, actuellement, je prépare l'examen d'avocat à Assas pour justement du coup espérer du coup rentrer en école d'avocat et m'adonner à cette profession. Ok. J'aimerais juste qu'on... Enfin, ça, c'est un truc plus personnel. J'aimerais juste qu'on revienne sur une citation de toi que j'aime beaucoup, qui est... c'est quoi exactement? C'est « Reste loin de moi, saleté de magnifique nature ». Saleté de nature magnifique. Alors effectivement, c'est assez paradoxal pour quelqu'un qui fait droit de l'environnement. Mais effectivement, j'ai une relation assez particulière en fait avec l'environnement, parce que plus à la base je viens de la campagne, et en fait, et même si ça me dérange pas du tout en fait de passer nature, c'est vrai qu'en fait je suis assez peu comment dirais-je, fanat en fait tout simplement des certains aspects moins sympas de la nature. Par exemple, c'est vrai qu'en campagne on a beaucoup d'insectes, on a une grosse diversité d'insectes, et j'ai jamais été très attiré par les insectes. Et notamment du coup en fait, et ça pose un petit problème en fait quand effectivement par exemple au printemps ou en été on a des fourmis qui débarquent dans la cuisine, ou quand on te rend compte que oh tiens une énorme araignée là tout d'un coup, ça veut pas dire pour autant en fait que je suis que je m'en débarrasse violemment, parce qu'en fait j'essaie toujours en fait du coup de les faire sortir, voilà. Donc effectivement c'est vrai que reste loin de moi, saleté de nature magnifique. C'est je reconnais que la nature il y a vraiment une grande beauté dans la nature, mais c'est vrai qu'en fait personnellement il y a ce sentiment un peu de comment dirais-je, j'ai du mal à pleinement me sentir à l'aise quand il y a des aspects moins reluisants de la nature qui sont à côté de moi. Ça paraît un peu paradoxal quand on sait du coup que tu fais du droit de l'environnement, et que du coup, bah, un peu genre ton truc c'est de défendre la nature, mais... Bah, pas forcément, parce que encore une fois, c'est qu'en fait, on peut ne pas forcément aimer la nature de manière très béate, on va dire, et en même temps, on va dire reconnaître qu'elle est belle, qu'elle mérite d'être protégée, qu'elle a des droits, qu'elle a aussi, comment dirais-je, quelque chose qui est intrinsèquement beau. Encore une fois, c'est peut-être parce que, tout simplement parce que, encore une fois, c'est toujours la citation, hein, reste loin de moi, saleté de nature magnifique. C'est malgré tout, je reconnais quand même qu'elle est magnifique. Quand même, en fait, je le perçois pas ou je le ressens pas de cette manière. Ok. Mais du coup, aussi, j'aimerais du coup poser une autre question un peu dans la suite. C'est comment, entre guillemets, tu as eu cette importance du droit dans ta vie, et du coup, en tant que ton rôle d'élu étudiant, en tant que des différents rôles que tu as vécu du coup auprès de l'université, comment tu as fait pour t'assurer, entre guillemets, de pouvoir représenter et d'aider les droits des étudiants dans leur vie quotidienne, ou même leur vie à l'université tout simplement? Oui, bien sûr. Alors par rapport à ça, effectivement, c'est assez compliqué, effectivement, parce que quand on sort de faculté de droit, on a des bases théoriques qui sont quand même assez solides, mais c'est qui sont assez loin du réel. Et en fait, quand on se rend compte, en fait, je veux dire qu'on doit prendre des dossiers en main, des vrais dossiers, hein. Là, je parle vraiment, en fait, par exemple, d'étudiants qui passent en section disciplinaire, d'étudiants qui se font maltraiter par leurs professeurs d'enseignants, des étudiants, en fait, je veux dire, ou même, en fait, tout simplement, là, c'est un cas qui me vient en tête, des élections étudiantes où il y a justement, en fait, une volonté de l'administration comment dirais-je, de remplacer les étudiants par des délégués qui sont nommés par leurs enseignants. Là, effectivement, en fait, on n'est plus dans le théorique. Là, on attaque le concret, on attaque le dur. Et ça, c'est typiquement quelque chose, effectivement, qui est très présent en droit, qui revient beaucoup chez ceux qui sortent de la faculté de droit, même au Master 2, qui est que, finalement, on est assez peu confronté au réel. Donc, cette importance du droit dans mon rôle d'élu étudiant, ça a été beaucoup, en fait, tout simplement, de rappeler les bases, tout simplement, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible,
essayer de cadrer un peu tout ça. Parce qu'effectivement, quand on est dans le réel, on a l'impression que rien n'est cadré, rien n'est normé. Alors qu'en fait, notre monde tout autour de nous est régi par des normes de droit. Et ça, en fait, effectivement, cet aspect un peu plus carré, cet aspect, disons, en fait, mettre un peu le monde dans des cases, ça peut être déstabilisant au début. Et en fait, finalement, en fait, on s'y habitue. Petit à petit, on se rend compte, en fait, c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est de mettre des définitions sur des concepts un peu vagues, de cadrer des choses parfois un peu floues, et de faire changer quelque chose, changer une inconnue en quelque chose de rassurant et quelque chose, disons, de prévisible. C'est en tout cas comme ça que je le vois. En tout cas, le rôle d'un juriste, en tout cas, voilà, au sein des étudiants et en tant que représentant des étudiants au sein de l'université, c'est ça. Ok. Aussi, du coup, dans ce que tu nous as dit jusqu'à là, tu nous as dit que tu es passé par plusieurs rôles au sein de l'université. Du coup, en tant que le rôle que tu as présentement, que j'oublie à chaque fois le nom en entier, tu as eu le rôle d'élu étudiant, tu as été président du BDE de droit. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, vu que je pense que tu as les connaissances dessus, nous expliquer un peu comment se structure l'université pour les étudiants dans ces rôles? Souvent, en fait, finalement, dans le vocabulaire des étudiants que je croise souvent, il y a une grosse confusion entre faculté et université. Il faut bien comprendre du coup que déjà, pour la base de la base, une faculté et une université, ce n'est pas du tout la même chose. Une faculté, c'est une composante d'une université. En tout cas, dans Paris-Saclay, c'est un établissement qu'on appelle un établissement universitaire, qui du coup fait partie d'une université qui a un ensemble plus grand. Actuellement, à l'université Paris-Saclay, il y a plusieurs composantes. Il y a la composante, du coup, la faculté des sciences d'Orsay, à laquelle nous sommes présentement, la faculté des sciences du sport d'Orsay, la faculté de droit, d'économie et de management de Sceaux, la faculté de médecine de Crémain-Bicêtre, la faculté de pharmacie, mais également il y a dans ces composantes-là, du coup, au sein de l'université, des composantes qui ne sont pas des facultés, qui sont notamment du coup les IUT, donc les IUT d'Orsay, les IUT de Sceaux, les IUT de Cachan, et également du coup des écoles, qui sont notamment du coup Polytech. Et à côté, du coup, l'université, du coup, ça regroupe tout ça. Et à côté de tout ça, il faut comprendre que l'université Paris-Saclay a une structure un peu particulière, parce qu'il y a des établissements qui sont associés à cette université. C'est-à-dire qu'ils font partie d'un plus grand ensemble qu'on appelle l'université Paris-Saclay, mais qui ne sont pas dans l'ensemble universitaire traditionnel de l'université. Ces établissements donc sont Centrale Supélec, sont l'ENS, sont également des universités membres associées à l'université Paris-Saclay, par exemple l'UVSQ, ou Évry encore. Et c'est un système qui est un peu particulier, effectivement, c'est quelque chose qui est actuellement débattu au sein de l'université même, parce que à la base nous devions aller vers une fusion pleine et entière avec du coup l'université Paris-Saclay qui devait intégrer du coup les universités membres associées, donc Évry et Versailles, pour ne former du coup plus qu'une seule grande université Paris-Saclay avec du coup les écoles comme Centrale ou l'ENS à côté. Ça ne s'est pas fait et du coup on est sur ce modèle, comment dirais-je, un peu plus de confédération effectivement, parce que ces établissements-là, donc les écoles et les universités membres associés, ont toujours leur personnalité morale, enfin la personnalité juridique tout simplement, qui leur permet du coup de prendre leurs propres décisions, même s'ils sont en fait tout simplement entraînés dans le grand ensemble qu'est Paris-Saclay. Donc c'est un peu compliqué, je pense même en fait beaucoup d'élus étudiants qui s'y connaissent, je veux dire en structure universitaire standard, peuvent parfois s'y perdre. En fait tout simplement, en fait, il faut juste comprendre qu'il y a un périmètre qu'on appelle un périmètre employeur, qui est du coup l'ancien périmètre Paris-Sud, qui est du coup l'université Paris-Saclay dont je vous parlais tout à l'heure avec ses composantes universitaires, et le périmètre large qui comprend donc les établissements composantes, donc Centrale et l'ENS, et les universités membres associées. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu complexe, mais vous allez voir, quand on s'y intéresse, ça finit par rentrer. Mais du coup aussi, la question, une autre question du coup, c'est comment dans ces grands ensembles, dans ces différents ensembles, les étudiants sont représentés. Genre, par exemple, au niveau de la faculté des sciences, parce que je prends l'exemple, parce qu'on est au niveau de la faculté des sciences, comment les étudiants sont représentés? Bien sûr. Comment au niveau de l'université Paris-Saclay en entier, les étudiants sont représentés? Genre, j'aimerais savoir si tu peux nous partager, du coup, entre guillemets, tes connaissances sur les rôles qui permettent de représenter les étudiants et de lutter pour les étudiants. Effectivement, du coup, alors souvent en fait, au sein des élus étudiants, on parle du local et du central. Alors le local, tout simplement, c'est la représentation au sein d'une faculté, donc au sein d'une composante, qui est du coup élue dans un conseil de composante, conseil de faculté, conseil d'IUT, au conseil d'administration d'une école. Et du coup, cette représentation locale, alors moi notamment, du coup, j'ai été pendant un temps un des chefs de la représentation locale de la faculté de droit.
Et effectivement, pendant un temps, j'ai du coup dirigé la représentation locale de la faculté de droit. Mais pareillement, en fait, on a du coup une représentation locale en faculté des sciences, du coup, qui tient le conseil de la faculté des sciences, une représentation locale en pharmacie. Et en fait, du coup, toutes ces représentations locales-là, elles ont toute leur diversité, toutes leurs histoires. Et du coup, il y a ce qu'on appelle la centrale, qui du coup, la centrale, enfin, ou le central, tout simplement, le conseil central, enfin, les conseils centraux plutôt, c'est du coup un regroupement de toutes ces composantes dans trois conseils, dans trois grands conseils, qui sont du coup la commission de la recherche, la CAVU, et la commission de la recherche et la CAVU forment le conseil académique. Et enfin, il y a le CA, le conseil d'administration de l'université, qui est l'organe le plus haut de l'université, et qui est celui en fait tout simplement qui va gérer le budget et qui va signer toutes les autorisations du coup des différents conseils. Tout simplement, le CA, on considère que c'est un peu une chambre d'enregistrement parce qu'elle doit valider l'ensemble des opérations de l'université Paris-Saclay. Et du coup, moi j'étais représentant tête de liste au sein du conseil d'administration de l'université Paris-Saclay pour les étudiants. La façon dont on défend les étudiants dans ces conseils, ça va dépendre du conseil. Entre la commission de la formation et de la vie universitaire, donc la CAVU, on a ce qu'on appelle un VPE, donc un vice-président étudiant, qui notamment, comme il est issu du conseil où il y a le plus d'étudiants, a une voix qui porte particulièrement fort, et surtout il fait partie de l'équipe de présidence de l'université. Et la façon dont on défend les étudiants en CAVU, c'est notamment par la pédagogie, parce que la CAVU est compétente sur cette matière-là, également sur les conditions d'études, sur la vie étudiante. En conseil d'administration, c'est un peu plus particulier, parce que là, en fait, on défend directement le budget, on défend directement, en fait, tout simplement les aménagements qui sont faits pour les étudiants. On parle, en fait, de choses qui sont parfois très politiques, qui sont parfois un peu déconnectées du quotidien des étudiants. Donc, effectivement, on doit s'habituer à ne pas traiter que des questions étudiantes, contrairement à la CAVU, mais on doit aussi, du coup, malgré tout, en fait, ne pas oublier que, avant tout, ce qu'on défend ici, ce sont les intérêts et les droits des étudiants. Et notamment, du coup, une des questions les plus importantes dans ce conseil d'administration qu'on peut traiter, c'est évidemment la question des frais d'inscription. Et notamment des frais d'inscription pour les étrangers hors communauté européenne, qui peuvent du coup parfois en fait, être très importants parce qu'il y a eu des lois qui ont été passées pour faire augmenter ces frais d'inscription-là. Il y a notamment Campus France et le programme Bienvenue en France, contre lequel l'Université Paris-Saclay et ses élus étudiants ont toujours lutté. D'accord. Est-ce que du coup tu peux, enfin un truc, comment dire, est-ce que tu peux du coup, tout à l'heure on en a parlé légèrement, mais nous parler de l'actualité de l'université, du coup par exemple le statut du fait que techniquement maintenant l'université Paris-Saclay n'a plus de président, enfin qu'on est sous une administration provisoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça, de manière, de manière à ce que les étudiants puissent comprendre la situation? Oui, bien sûr. Alors, tout simplement, ce qu'il faut comprendre de l'administration provisoire actuellement, c'est que nous savions que nous allions vers une administration provisoire assez tôt dans l'organisation des élections. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration provisoire, c'est simplement pour remplacer du coup la signature de la présidence de l'université, qui est obligatoire sur certains documents, notamment les certificats de scolarité. Pour les étudiants, c'est vraiment la base de la base. Et évidemment, pour signer la paye de chacun des employés, pour signer certains contrats qui ont été passés préalablement et que le président n'a plus la capacité de signer. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là à cette situation d'administration provisoire? Alors, sans prendre du coup aucun parti, je vais essayer de restituer les faits. Bien sûr. Je vais essayer de restituer les faits avec le plus d'objectivité possible. Il faut savoir du coup que le conseil d'administration est composé de 36 élus. 36 personnes tout simplement qui sont élues mais par des processus différents. 18 personnes sont élues au scrutin direct par les usagers, par les personnels, par les administratifs de l'université. Du coup, par c'est exemple, notamment mon cas. Oui, par exemple, pour restituer un peu, par exemple, c'était des élections qu'on a eues récemment. Exactement. Où on a voté, par exemple, au niveau de la faculté des sciences, il n'y avait qu'une seule liste de présentes qui était la liste ACLIAS, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est ça. Je ne sais pas si c'était le cas dans d'autres facultés, mais voilà, pour restituer... C'est le cas dans toutes les facultés. Okay. Du coup, en fait, effectivement, comme les élections, là, ils sont pour les conseils centraux, effectivement, c'était la même liste pour, en fait, du coup, tous les composantes. Ok. Donc, du coup, effectivement, il y a ce scrutin-là qui est direct, et il y a une proposition qui est faite par le CODIRE, le comité de direction élargi, qui regroupe du coup les directeurs de composantes que j'ai cités précédemment, qui vont désigner du coup une liste de 18, qu'ils vont soumettre du coup au conseil d'administration nouvellement élu, pour qu'ils viennent compléter et du coup faire 36 membres au sein du conseil d'administration. Alors, c'est cette question-là qui a posé problème. C'est-à-dire que
les membres du conseil d'administration nouvellement élus ont refusé par 2 fois les personnalités extérieures qui ont été proposées par le CODIR. Cette raison, c'est qu'effectivement, les membres du conseil d'administration actuel considèrent effectivement que, étant arrivés en majorité issue de listes syndicales au sein du conseil d'administration, la liste des personnalités extérieures proposées par le CODIR n'était pas représentative de la composition, enfin des résultats des élections tout simplement. Effectivement, du coup, de leur côté, les certains membres du conseil d'administration issus des listes syndicales considèrent que ces personnalités extérieures-là, elles sont acquises du coup à la présidence sortante, qui est Estelle Iacona, et du coup ont souhaité, de leur côté, refuser par 2 fois afin d'opérer la concertation qui est prévue par les statuts de l'université et qui doit se tenir justement, alors si je ne me trompe pas, ce vendredi, toute la journée, afin justement de essayer de vous proposer, de permettre du coup, en concertation avec le conseil d'administration nouvellement élu et le CODIR, de proposer une nouvelle liste de personnalités extérieures afin justement de débloquer la situation à l'université. Encore une fois, il faut être très prudent sur les termes. La question en fait du blocage, elle a souvent été abordée. Beaucoup de gens en fait refusent ce terme. Effectivement, de toute façon, l'administration provisoire est là aussi pour éviter justement qu'il y ait un blocage institutionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas un shutdown américain. La question, elle a été un peu débattue aussi, notamment au sein des instances de l'université, notamment au sein de la direction des affaires juridiques institutionnelles, la DAGI de l'université, pour justement essayer de déterminer si c'était complètement un shutdown, c'est-à-dire par exemple s'il y avait tout simplement plus de commissions pour les aides sociales, plus de commissions pour les aides pour les associations, pour les subventions, et finalement non, en fait, tout simplement on a ouvert le code de l'éducation, et ils ont ouvert le code de l'éducation, et ils se sont rendus compte qu'on pouvait tout à fait marcher. Du coup, moi je suis toujours présent pour au moins la durée de l'administration provisoire tant qu'il n'y a pas eu d'accord sur les personnes extérieures. Du coup, cette situation-là, en fait, l'administration provisoire, on pourrait considérer qu'elle est particulière, mais en fait, tout simplement, ça ne change pas grand-chose pour les étudiants. C'est particulier parce qu'encore une fois, il y a eu beaucoup d'arrangements qui ont été faits, il y a eu beaucoup d'assurances qui ont été faites. Une de nos craintes, effectivement, c'était que les commissions d'aide pour les associations ou pour les étudiants s'arrêtent, ce qui n'a pas été le cas. Et tout simplement, en fait, on se retrouve tout simplement sans grand projet politique. Par exemple, là, effectivement, pour l'administration provisoire, nous n'avons plus, du coup, de fondation, enfin, la fondation Paris-Saclay, notamment, est un peu paralysée parce que, du coup, elle continue à travailler ses projets en interne, mais la fondation caritative ne peut plus faire de grands projets. Notamment, il y a un projet de campagne de levée de fonds qui est pour l'instant, je dis bien, paralysé. Mais encore une fois, l'administration provisoire, qui a été dépêché par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche lui-même, veut régler la situation d'ici la fin du mois. Donc on espère qu'à la fin du mois de mars, effectivement, tout rentre dans l'ordre. Mais encore une fois, l'important, je pense, c'est que la démocratie universitaire s'exprime et qu'il y a un arrangement, enfin, du moins qu'il y ait, du coup, que la consultation soit menée à bon terme. En tout cas, on peut espérer ça vendredi. D'accord. Du coup, qu'est-ce que je veux dire est-ce que c'est l'administration provisoire, du coup, comme tu as dit, pas forcément comme tu as dit, mais par rapport à ce que tu nous as dit, est-ce que du coup, elle a un impact pour l'instant direct sur les étudiants qui va, genre par exemple, ralentir les cours ou des choses du style? Alors, non, pas du tout. Du coup, en fait, effectivement, l'administrateur provisoire, il a 3 missions principales, qui sont donc le bon maintien des études, du coup, effectivement, le bon maintien des postes administratifs, notamment via la gestion des finances, et également la bonne tenue de la recherche. Donc, effectivement, de toute façon, l'université Paris-Saclay fonctionne, entre guillemets, normalement. C'est vrai, encore une fois, elle fonctionne normalement si ça tenait qu'en fait les grands projets politiques, encore une fois, sont juste bloqués. Mais pour le quotidien de la majorité des personnes, qui ne sont pas forcément très impliquées au sein de l'université, qui sont là simplement en fait, du coup, pour poursuivre leurs études notamment, ça ne change pas grand-chose. Encore une fois, ça aurait pu être très différent s'il y avait eu une suspension des commissions, mais ce n'est pas le cas. Là, on est vraiment sur un système qui nous permet en fait, du coup, à chacun de poursuivre du coup, ses occupations, et notamment et aux élus d'avoir le temps démocratique nécessaire pour se mettre d'accord. Ce qui est quelque chose en fait, que l'on souhaitait. D'accord. Du coup, merci beaucoup de ces explications autour de l'université, Pierre, et aussi de ton rôle du coup en tant qu'élu, j'oublie tout le temps Tu peux dire élu du conseil d'administration. En tant qu'élu du conseil d'administration de l'université, désolé. Je t'en prie. Et du coup, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission qui seront du coup les actualités associatives.
de l'université. Pour l'instant, comme c'est un début, encore une fois, nous n'aurons pas tout. Nous souhaitons que dans le futur, une majorité et un maximum d'associations puissent venir se représenter ou communiquer sur leurs actualités associatives. Mais pour l'instant, nous allons du coup faire ça avec les associations qui sont présentes. Voilà. Et je vais rester avec vous, du coup, de mon côté. Bon, pour l'instant, nous avons du coup 3 associations qui sont représentées. Nous avons Campus en musique représenté par Wassim. Salut. Nous avons À Poil représenté par Ayoub. Ayoub. Je sais pas si tu voulais que je dise son prénom, bref. Et nous avons le CEF représenté par Massil. Anaïs. Jean. Salut. Et Maxime. Et Maxime. Ok. Du coup, on va commencer. Dans les actualités, j'ai d'abord mis... je sais pas dans quel sens ça arrive. J'ai oublié de faire ça parce que je suis pas très intelligent. Dans le sens où tu as nommé les gens. Ok. Et du coup, nous allons d'abord commencer par Wassim, qui, du coup, si tu pouvais nous présenter les événements qui arrivent pour Campus en musique, dont l'Abolisson, en fait, c'est surtout ça. Globalement, jeudi prochain, il y a un concert qui s'appelle l'Abolisson, qui est un concert qu'on fait maintenant chaque année depuis 4 ans, qui est un concert en collaboration avec Labo, l'interassociatif, c'est cool, tout ça. Du coup, le concept, c'est que nous, on fasse un concert gratuit de 19h à 23h. Et ensuite, de 23h à 3h du matin, Labo organise un beer pong dans la MAPS en gros. Donc l'idée c'est qu'on fasse 2 événements en un seul. Comme ça, écoutez, on fait un concert, les gens sont contents, les gens finissent le concert et ils partent faire un petit beer pong pour finir la soirée tranquillement jusqu'à 3h du matin. Alors, et c'est vrai que du coup, Wassim, c'est une tradition finalement à Abolisson. Quels sont les groupes du coup qu'on peut attendre cette année de ce côté-là ? Alors, cette année, on va avoir, pour le moment, on va considérer qu'on a 3 groupes, parce qu'on a préféré choisir moins de groupes, mais avec des sets plus longs. Ouais. Parce qu'on a déjà essayé la formule de 4 ou 5 groupes, dans un temps donné. Le souci c'est que ça donne des sets beaucoup plus rapides, d'une demi-heure à peu près, et le set d'une demi-heure c'est pas très pratique pour l'organisation ainsi que pour les groupes même. C'est pas cool parce que tu fais 5-6 musiques et après c'est fini alors que tu venais à peine de faire chauffer le public, etc. Ouais. Donc là cette année on a The Initiative, A Place to Grow qui est un groupe, classique, un groupe qui est de Campus en musique et qui est composé en partie des anciens groupes, anciens membres du bureau, excusez-moi, et Going Forward, qui est un groupe qui a joué à l'Interfilière l'an dernier. Mais A Place to Grow a aussi joué à l'Interfilière aussi à ce niveau-là. Oui, A Place to Grow qui a joué aussi à l'Interfilière et qui était, moi je trouve très sympa, qui a fait l'ouverture à l'Interfilière. Exactement. Là cette année, qui normalement ne sont pas à l'Interfilière. Non, ils ne sont pas cette année. C'est CCC. C'est Going Forward qui sera à l'Interfilière cette année. Et un autre groupe, Osmose. Et Osmose, oui, effectivement. Osmose qui revient effectivement cette année. Est-ce que tu peux un peu plus me parler de The Initiative ? Alors, de ce côté-là, moi les groupes, je m'y connais pas forcément beaucoup, parce que c'est typiquement Campus, le style de musique plutôt. C'est globalement du rock. D'accord. Les initiatives A Place to Grow et Going Forward, c'est globalement du rock. A Place to Grow, ça va être plus du rock, on va dire un peu alternatif / on va dévier vers le punk. Going Forward, c'est du bon rock qui pète. Et Initiative, ça va être du rock un peu à la Motorhead, ça va être du rock un peu plus tranquille, mais en même temps, ça pète pas mal. D'accord, très bien. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation de l'Abolisson, du coup en espérant que vous serez beaucoup à venir. Avec plaisir. Et que cet événement se passera incroyablement bien, comme il s'est passé. Comme d'habitude. Ouais, voilà, l'année dernière, c'est bien passé. Ça s'est passé comme tous les événements de campus, années, on dira. Ouais, tous les événements de campus se passent bien. C'est juste, si une fois il s'est passé une dinguerie, mais bon, c'est pas. Alors oui, non. C'était pas de notre faute. C'était pas notre fait. Je rappelle. Des gens du public qui ont fait des bêtises. Ah, la table. Non, la table, ça c'était au karaoke crêpe. Ouais. Mais pareil, c'est des gens qui ont fait des bêtises, on n'y peut rien, quoi. Mais encore. Voilà, ça va, c'est une table. C'est rien de grave. Oh, non, voilà. C'est tout mignon. Non, le concert se passe très bien, nos événements se passent très bien, on n'a jamais eu de soucis. Il faut le dire à la sécurité, qui veut nous imposer un agent SSIAP à chaque fois. Du coup, maintenant, j'ai dit qui après ? J'ai dit Ayoub, oui. Ouais. Du coup, Ayoub, tu vas nous présenter la nuit du cinéma qui se déroule quand et... Oui. Donc, pour rappel, A Poil, c'est l'association de jeux vidéo et de culture ludique de l'université.
et en partenariat avec le MJC Jacques Tati qui détient le cinéma de Jacques Tati à Orséville. On va organiser ce qu'on appelle une nuit du jeu vidéo qui, comme son l'indique, est une nuit où il y aura des jeux vidéo, principalement des jeux narratifs. On a d'abord au programme à 21h une exposition du film Belle, un film d'animation japonaise qui explore l'histoire d'une fille qui va découvrir ses talents musicaux à l'intérieur d'un monde de réalité virtuelle, et d'où le lien avec les jeux vidéo. Ensuite, à 23h, il y aura le jeu narratif qui n'est pas très connu. On a ici tendance à exposer beaucoup de jeux indépendants, dont Gerda a Flame in Winter, un film qui est basé sous l'occupation nazie du Danemark et qui explore la vie d'une fille qui est à la même temps fille d'un administrateur nazi et l'épouse d'un résistant. Et donc c'est un jeu de rôle narratif où on explore ses choix et on peut faire beaucoup de choix pour avoir des fins différentes. C'est un très bon jeu. Ensuite, à peu près à 3h du matin, il y aura le jeu Slay the Princess, qui est un jeu où, à première vue, on doit sauver une princesse, mais comme son nom l'indique, on doit la vaincre parce que la princesse n'est pas réellement la personne qu'elle dit qu'elle est. C'est un jeu très bon avec un mécanisme de boucle temporelle très intéressant, et c'est un jeu que j'ai personnellement adoré et que beaucoup de personnes à poil ont beaucoup aimé. Ensuite, la soirée se finit avec What Remains of Edith Finch. C'est un jeu indépendant où une fille va partir à sa maison familiale pour essayer de découvrir les secrets qu'il y a derrière la mort de chaque membre de sa famille, car elle a perdu tous les membres de sa famille. Et c'est un petit jeu d'horreur psychologique, mais qui ne fait pas très peur, mais principalement narratif, ou aussi avec une ambiance un peu bizarre, flippante, mais pas trop. Et ça va à peu près se finir... ça va commencer à 21h avec l'exposition du film et se finir vers 8h du matin, approximativement. L'entrée sera gratuite, sauf pour le film, qui coûtera à peu près qui coûtera 4 € de la part du cinéma. Ça se fera la nuit du 29 mars. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations et en espérant que beaucoup de personnes seront présentes à l'événement. Ensuite, du coup, Mathilde, si tu pouvais nous présenter du coup le casting du CCEF, c'est ça ? Pas que. Ah, il n'y a pas que ça ? Okay. Pas que. En fait, ces derniers temps, on a bien avancé au CCEF. Bon, déjà le CCEF, qui est une asso qui n'est pas spécialement connue, que les gens de la MAPS, évidemment, sachent qu'elle est là, mais en dehors de la MAPS, il n'y a pas beaucoup de monde qui sache que le CCEF, ça existe. On est le Caméra Club Orsay Faculté. Et on fait du cinéma. Voilà. Donc du coup, ces derniers temps, on n'a pas eu beaucoup d'activités. C'est suite à un changement de bureau, des nouvelles personnes qui doivent s'impliquer. Ça reprend nos responsabilités petit à petit. Mais là, du coup, on a quelques activités qui arrivent, qui sont prévues. On a, comme tu as dit, l'activité casting, où on va faire un casting de film, qui va être sur un temps pas très sérieux au début. Mais c'est vraiment juste pour que les gens viennent et découvrent et s'essayent à l'acting devant une caméra pour s'amuser. C'est vraiment un truc à la légère. Évidemment que s'il y a des gens qui veulent faire le casting de manière extrêmement sérieuse et qui veulent participer à des tournages du CCEF, évidemment qu'on va prendre en compte le casting qu'ils vont faire. Mais c'est vraiment juste un événement pour que tout le monde puisse essayer et puisse essayer l'acting devant une caméra, voir ce que ça fait. Et évidemment que d'autres personnes pourront aussi prendre la caméra et faire de la présence s'ils le veulent. Et du coup, évidemment, il y a aussi une autre activité qui est en préparation, ce qui est la deuxième session de l'activité de doublage, sur lequel on a fait un essai il n'y a pas longtemps. L'essai, il était satisfaisant, c'est-à-dire qu'on a vu la faisabilité du projet, on peut faire du doublage. Donc on va refaire ça de manière un peu plus sérieuse, un peu plus structurée, et avec un peu plus de monde qui arrive bientôt. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment de date fixe. Et les deux autres projets qui sont censés arriver, qu'on a organisé, c'est le Double Lab. Désolé. Le Double Lab. Qu'est-ce que le Double Lab ? En fait, le lab, c'est une activité qu'on fait au CCEF relativement souvent. C'est une journée, un court-métrage. Et le Double Lab, ça va être deux équipes avec qui on va donner un scénario. Et ces deux équipes devront faire 2 films à partir de ce même scénario. Et le but, c'est de voir comment, selon les réalisateurs différents, selon des ingénieurs différents, selon des caméramans, selon des chefs opérateurs et des ingé-sons différents, comment on peut faire 2 films absolument différents. Même scénario, même histoire, même scène, 2 films différents. C'est vraiment quelque chose pour voir vraiment comment ça marche au cinéma et que vraiment l'histoire c'est pas tout,
que comment tu le filmes, le rythme que tu mets, c'est vraiment quelque chose à part. Et le montage aussi que tu fais. Accessoirement, oui, voilà. Hein. C'est pour montrer que dans le cinéma, il n'y a pas une seule écriture, mais il y a 4 écritures en gros. Voilà, il y a plusieurs écritures. C'est l'écriture du scénario, l'écriture, le découpage technique, après l'écriture quand tu filmes et l'écriture en montage. C'est toute une évolution. Bon voilà, du coup ça c'est le double lab qui arrive bientôt en avril. On a trouvé le scénario, on s'est posé, maintenant on aurait juste à faire l'affiche, à choisir des dates, et on fait. Et le dernier événement, qui lui va prendre du temps, qui va se passer en été, c'est le tournage de 3 petits courts-métrages que j'ai écrits et que je vais réaliser, mais qui est aussi une activité de CCOF parce que ça va permettre à toutes les personnes qui sont CCOF et qui veulent aussi s'intéresser à faire un tournage. Cette fois, ça va être un vrai tournage, ça va être un projet un peu d'envergure, ça va être 3 courts-métrages de 10 à 15 minutes. Donc au total, on va tourner à peu près 45 minutes dedans, ce qui va prendre pour bien 3 semaines de travail bien dur. Hein. Bonne chance. Ah mais oui, on va essayer de caler ça de manière intelligente quand même. Je pense qu'on va faire 1 semaine, après on reverra si on refait le reste, mais voilà. Ça c'est un film, c'est un petit projet personnel qui me tenait à cœur. J'ai réalisé il y a quelques années plusieurs courts-métrages et là c'est là où je reprends, j'ai envie de réaliser des films. J'ai pris du temps, j'ai écrit une dizaine de scénarios que j'ai jetés. Enfin, j'ai jeté, ils sont tous quelque part, mais que j'ai pas aimé. Ouais. Là, je suis arrivé à un scénario qui me plaît. Et du coup, on va faire avec et on va s'organiser. Et là, cette fois encore, on va refaire un casting, mais qui va être un vrai casting cette fois. Avec des professionnels, avec des vrais acteurs ou des gens qui ont un minimum de talent. Parce que c'est un projet qui Est-ce que les étudiants peuvent essayer de participer à ce projet ? Oui. N'importe quel étudiant qui vient au CCOF, honnêtement, vous pouvez participer à tous les projets CCOF. Bon, évidemment, sur un projet un peu comme ça, qui est un peu sérieux, on va d'abord faire 2-3 petits labs de formation et 2-3 petits cours. Parce que le cinéma, ça nécessite vraiment des connaissances techniques. Et du coup on va appeler John qui va on va appeler John qui va les attraper pendant 2 jours à leur apprendre tout. Et quand ils auront tout appris, les connaissances, ils pourront participer à ces gros projets. Par contre, ça c'est juste parce que c'est un gros projet, mais sur les autres projets, sur les autres labs, sur les autres événements, sur les autres petits films, il y a absolument zéro nécessité d'avoir des connaissances de base. On apprend tout sur le tas. C'est juste que là, ce projet, honnêtement, si tout se passe bien et si le rendu est aussi bon que ce que je le souhaite, j'ai l'intention de le présenter au CNC pour avoir les financements pour en faire un long métrage. C'est à ce point-là que c'est ambitieux. Oui. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais écrit 10 fois le scénario, parce que je voulais un très bon scénario, mais voilà. C'est la difficulté en fait dans le travail d'écriture. Et j'aimerais beaucoup, malheureusement on manque un peu de temps, mais j'aimerais beaucoup effectivement qu'on en parle parce que le travail d'écriture, on est rarement satisfait de ce qu'on produit. C'est ça le problème. Oui, en fait, il y a le fait d'être rarement satisfait de ce qu'on produit, mais aussi dans le cinéma, il y a d'autres problèmes. C'est d'écrire une histoire, tu te rends compte que ça a déjà été fait 10 fois, 15 fois, ou même quand tu as l'impression que c'est nouveau, tu te rends compte que ça ressemble au film de Noël. T'as pas envie T'as pas envie de faire un film de Noël Quand t'as envie de faire un film, t'as envie que ton film soit un minimum correct. Absolument. Après, il y a des films de Noël qui sont très très regardables. C'est vrai que c'est regardable. Enfin, je parle pas des films de Noël, mais je parle des films qu'on passe souvent à Noël à la télé. Oui. C'est ces films-là que je t'arrive à dire. C'est des films qui sont regardables, ok. L'histoire, elle est fun, ok. Mais c'est toujours la même histoire et c'est filmé un peu avec les pieds. J'aimerais que du coup on passe au prochain événement. Désolé Vasile de te couper un peu. Mais merci à toi. Mais merci en tout cas, et en espérant que beaucoup de personnes soient présentes, que les gens qui écoutent viennent à vos différents événements, le double lab et ces différents projets, et aussi l'atelier castique. Du coup aussi nous avons Lina qui est ici pour représenter le tapis. Coucou. Qui du coup va nous parler du PSPT. Du coup le PSPT, quand c'est et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le PSPT ? Alors le PSPT, c'est le plus grand tournoi de poker de tout Saclay en fait. Carrément sur RERB, personne nous teste. On a le meilleur tournoi de poker. Je vous le dis. J'adore. Alors le PSPT, du coup, comme j'ai dit, c'est un tournoi de poker qui se passera samedi prochain, qui est de 14h à 1h du matin. Il y a énormément de lots variés que je ne peux pas dire, du coup c'est pour ça qu'il faut venir. Et comment on vient ? Il faut s'inscrire. Comment on s'inscrit ? Le lien, le QR code sur nos publications Insta. Mais attendez, Tapis quand même. Tapis, on n'est pas n'importe qui, hein. On fait bien les choses, nous. Il y a quoi ? Il y a une buvette gratuite pour les étudiants, c'est génial ça. Et ouais,
On sera quasiment plus de 100, ce sera en poly, en C1, en C2, parce que malheureusement la poly, elle est grande, mais elle n'est pas assez grande pour accueillir énormément de personnes. Et dans la continuité de la chose, s'il y a des gens qui vont juste à ce tournoi, on vous invite aussi à venir à Tapis, qui est une association où on joue à plein de jeux, le tarot, le poker aussi, blackjack, tout ça. On a aussi reçu de nouvelles tables, donc c'est encore plus convivial de venir à Tapis maintenant. Je vous les ai montées vos tables. Hein. Merci aussi. Moi, j'ai rien foutu. Donc, on vous attend au PSPT et on vous attend à Tapis en général pour faire aussi la connaissance d'Adèle, qui est une légende. Merci à vous. Merci à toi, Lina. Du coup, comme vous avez pu l'entendre, n'hésitez pas à venir au PSPT, le plus grand tournoi de tapis, la table associative de poker des inconscients solidaires. Nous avons aussi du coup un dernier événement à présenter qui est du coup la sortie Crapodrome de Clématis. Malheureusement, nous n'avons personne pour présenter cette sortie. Il s'agit d'une sortie que fait assez souvent Clématis autour de routes ou d'autoroutes, je ne sais plus précisément, afin de... C'est des routes nationales, je crois. C'est des routes nationales, afin de pouvoir aider du coup des crapauds à migrer, en tout cas à se déplacer à travers... Je suis pas sûr de ce que simplement en fait à traverser effectivement les routes en sécurité. Si je veux que j'explique un peu plus du coup Sni. Alors moi je fais pas partie de Clématis, mais je connais un peu les enjeux environnementaux autour de la traversée notamment des animaux à ce niveau-là, notamment des crapauds. Il faut savoir du coup que en France on a une grosse proportion en fait effectivement de la faune locale et notamment des crapauds qui s'égarent en fait sur les routes la nuit et qui du coup se font écraser. On a une proportion du coup non négligeable de la faune sauvage qui est perdue par ces routes-là, et du coup l'opération Crapodrome, elle a pour but effectivement du coup de donner un passage sûr du coup à ces animaux-là, notamment aux crapauds, afin qu'ils puissent traverser du coup afin de réduire la mortalité de ces animaux qui sont absolument nécessaires pour le maintien d'une bonne biodiversité et de notre environnement autour de nous. La sortie Crapodrome de Clématis se déroulera du coup le samedi 23 mars, du coup ce samedi, à partir de 8h. À partir de 8h30 et si vous voulez rejoindre cette sortie, vous pouvez rejoindre les membres de Clématis à la gare de Bure-sur-Yvette, direction Saint-Rémy à 8h30. Non, pas samedi, samedi. Si, ce samedi. C'est samedi. Ah, ce samedi à 9h30, pardon. Et dimanche 31 à 8h30 sur au même endroit, la gare de Bure-sur-Yvette, direction Saint-Rémy-les-Chevreuses, à 9h30 le samedi et à 8h30 le dimanche. Nous avons enfin aussi du coup, le sondage de schéma de la vie étudiante pour les étudiants qui nous écoutent. Vous avez reçu récemment un mail de la part de l'université sur le sondage du schéma de la vie étudiante. Ce sondage est là pour permettre à l'université de recenser les conditions de vie étudiante des étudiants, peu importe leurs composantes. Ce sondage a été envoyé du coup pour les étudiants de la faculté des sciences, comme pour la faculté de droit, comme peu importe. Il est important, enfin il n'est pas important, mais il est nécessaire en tout cas d'y répondre afin de pouvoir aider l'université à mieux se développer et à pouvoir rassembler les étudiants et pouvoir créer une identité en tant que Paris-Saclay et non pas juste composé d'autres universités. Effectivement, ce schéma directeur notamment, il va nous permettre du coup d'améliorer la vie étudiante. Il a notamment un but de guide pour l'institution tout simplement. Il va pouvoir indiquer les grandes directions que les étudiants souhaitent pour la vie étudiante. Les élus étudiants et les ambassadeurs étudiants et les associatifs ont déjà pu y participer. Mais c'est à vous, du coup, la majorité des étudiants de Paris-Saclay, de proposer également et de répondre à cette enquête afin d'améliorer notre vie étudiante et notre vie sur le campus. N'hésitez pas aussi en général à contacter vos ambassadeurs étudiants si vous avez des remontées à faire, que ce soit sur la vie étudiante, vous avez des ambassadeurs qui sont là pour différents types de choses. Par exemple, vous avez un ambassadeur sur la vie associative, un ambassadeur sur la vie étudiante, un ambassadeur sur l'accompagnement à l'handicap. N'hésitez pas à les contacter, ils sont contactables sur le site de l'université. Et de manière générale, pour les élus étudiants, n'hésitez pas, on est présent sur la majorité des campus, si ce n'est tous. Et du coup, vous pouvez nous trouver via le contact d'Aclias sur Instagram, éluaclias. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Enfin, j'aimerais finir en disant que nous vous enverrons aussi bientôt un sondage afin de savoir quel format vous préférez pour ActuAsso, si vous préférez du coup qu'on ait des interviews un peu plus courtes ou qu'on développe un peu plus sur les actualités associatives. Et aussi un sondage qui sera plutôt destiné aux associations étudiantes afin de voir si elles, pour
qu'elle puisse nous envoyer les différentes actualités qu'elle propose afin que nous puissions en parler et les relayer à un maximum d'étudiants. C'était Actu Asso. Merci de nous avoir écoutés. Je ne sais pas comment vous dire, mais merci de nous avoir écoutés et en espérant vous entendre d'ici la semaine en espérant que vous nous écouterez la semaine prochaine encore. Bisous. Au revoir. Bisous.